Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir TATV Africa Today pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Et pour commencer, célébration ce dimanche 16 octobre en Guinée de la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème de cette année est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Une occasion pour les acteurs de se pencher sur les questions liées au secteur agricole, mais aussi aux effets négatifs du changement climatique. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation sera consacrée, selon le représentant de la FAO en Guinée, à l'analyse sur la façon dont l'alimentation et l'agriculture devraient évoluer. Cette mesure vise à faire face aux effets négatifs du changement climatique. Parmi ces facteurs figurent les aléas météorologiques, l'augmentation des épidémies et des invasions des ravageurs de cultures qui affectent la productivité agricole. Et par conséquent, ces menaces compromettent la sécurité alimentaire mondiale. Le secteur le plus touché par les impacts du changement climatique sont également ceux dont les agriculteurs tirent leurs revenus et qui leur permettent de nourrir leurs familles. Le changement climatique compromet déjà nos efforts visant à mettre un terme à la faim et à toutes les autres formes de malnutrition d'ici 2030. D'après les statistiques de la FAO, presque 800 millions de personnes à travers le monde sont en situation d'insécurité alimentaire. Un impact qui se traduit sur la croissance des enfants de moins de 5 ans qui accusent un retard dans leur développement. Un défi que le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture compte rehausser. La FAO a un rôle important à jouer pour s'assurer que des corrélations sont dégagées entre la sécurité alimentaire, l'agriculture et le changement climatique. Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons exploiter au mieux le potentiel transformateur du secteur agricole de la Guinée pour atteindre de façon durable la sécurité alimentaire pour tous. En Guinée, cette journée mondiale de l'alimentation sera célébrée le dimanche 16 octobre du côté de Koba dans la préfecture de Bofa. C'était là un reportage de Oumar Sow. Les enfants souffrant de fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, diront bientôt adieu à cette maladie. Ils seront suivis par des spécialistes italiens qui viennent de poser leurs valises ce vendredi à l'aéroport de Conakry. L'initiative est de l'Association internationale des médecins M-Afrique. Plus de précisions avec Aïssata Fofana. 19h, heure locale, que les spécialistes en chirurgie maxillofaciale ont foulé le sol guinéen. Ils ont été accueillis par l'équipe de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Après des échanges de poignées de main, la délégation s'est réjouie de l'accueil. We are very honored to stay here and received this accueil, okay? I am without words for this receivement. Very, I'm emotional. Nous sommes très contents pour recevoir toute la personne ici pour nous. Merci beaucoup. Pour les 30 jours à venir, ils auront pour mission la prise en charge gratuite des enfants souffrant de fente labio-palatine, une maladie congénitale dont les statistiques ne sont pas encore établies en Guinée. C'est des enfants qui présentent des fentes, on appelle, c'est-à-dire les lèvres ne sont pas collées, les lèvres supérieures notamment. Quelquefois le palais aussi n'est pas collé. Quand l'enfant tète, le lait maternel rentre dans les fosses nasales et dans les poumons. Quelquefois certains enfants sont asphyxiés, ils meurent au cours du été. Donc c'est pourquoi il est important de prendre ces enfants-là très tôt en charge pour vraiment leur permettre de mener une vie correcte. De Conakry à l'intérieur du pays, l'association EMS Afrique Guinée, initiatrice de cette démarche, lance un appel à tous les parents de venir faire soigner leurs enfants. On lance un appel à toutes les familles dans lesquelles se trouvent ces enfants de se présenter à Conakry pour leur prise en charge, puisque c'est une prise en charge gratuite. Il n'y a rien à payer. Donc c'est ça l'objectif de EMS Afrique. Les consultations démarreront du mardi 18 octobre au vendredi 22 octobre à l'hôpital Kankamayene et le reste des programmes sera consacré aux interventions chirurgicales. Le paysage médiatique guinéen continue à s'agrandir. Ce vendredi, un nouveau magazine dénommé Réussite a fait son baptême de feu.
Ce trimestriel a pour objectif de promouvoir l'excellence et le leadership des Guinéens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Soirée Boubacar. La cérémonie de lancement officiel de cette nouvelle tribune a réuni plusieurs célébrités du monde médiatique guinéen, mais aussi de jeunes entrepreneurs. Dans ces colonnes, la promotion du modèle de réussite guinéen reste le but principal. La motivation de la création du magazine consiste à plutôt valoriser les modèles de réussite guinéens et mieux de promouvoir la compétence et l'expertise guinéenne. La Guinée regorge beaucoup d'hommes et de femmes avec un potentiel de réussite énorme dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Mais à cause de l'environnement des affaires difficiles, ils peinent à valoriser leurs capacités. Désormais, à travers ce magazine, c'est bien possible. Vous avez le rubrique économique, le rubrique politique, rubrique entrepreneuriat, les infrastructures, la culture, le sport et la santé. Et bien évidemment, pour le prochain numéro, on a prévu d'intégrer d'autres rubriques, à savoir le rubrique diplomatie, c'est-à-dire donner la parole aux ambassadeurs pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils ont pu faire depuis là en termes de collaboration dans notre pays. Et mieux, rubrique Bokapa éducation et sur le tourisme, évidemment. Réussite Magazine paraîtra désormais à chaque 3 mois. La soudure est l'une des activités qui fait la convoitise de nombreux jeunes à Conakry. En devenant chaudronnier, ils résistent au chômage et à la délinquance. C'est aussi un moyen de subvenir à leurs besoins, disent-ils. Une étincelle de chaudronnier pour éduquer, c'est un reportage d'Oumi Kamara. Suivez. Il y a 4 ans, Salifou Kamara vivait encore à Fria aux côtés de ses parents. À Sombori, loin des bancs de l'école, le jeune garçon était partagé entre travaux champêtres et maisons, jusqu'au jour où il prend conscience. J'étais auprès de mes parents. On partait au champ pour cultiver. Quand j'ai grandi, j'ai dit à mon père de m'inscrire dans une école où je m'en vais apprendre un métier. À Conakry, Salifou Kamara opte pour la soudure et depuis, il pratique ce métier au quotidien. Après ces années d'apprentissage, le jeune homme en tire profit. J'en tire beaucoup profit aujourd'hui. Je parviens à me nourrir, je me prends en charge. Mon père est loin de moi, mais je satisfais mes besoins. Cet autre qui se fait appeler Gaucher est aujourd'hui maître d'un atelier de soudure après plus de 10 ans d'expérience. Il a choisi ce métier pour ne pas se livrer à la délinquance, nous explique-t-il. Tout comme Salifou Kamara, Gaucher reconnaît aussi les avantages de cette activité. J'ai appris ce métier parce que je n'ai pas pu achever mes études. Au lieu de rester dans la rue, je préfère apprendre un métier. J'en tire profit aujourd'hui, je me nourris, je paye mon loyer et on ne m'engueule pas. Pour Abdou Sampou, l'activité de soudure constitue un moyen d'éducation des jeunes laissés à la merci du chômage. Dans son atelier, plus d'une dizaine d'apprenants y sont passés. Quand nous retrouvons des jeunes dans la rue, nous les récupérons. Il y a beaucoup ici que nous avons récupéré comme ça. Ils ont commencé à maîtriser le métier, ils gagnent un peu d'argent, certains passent la nuit ici et ne veulent retourner en famille. Aujourd'hui, heureux de leur métier, Salifou Kamara et Gaucher invitent les autres jeunes à apprendre un métier au lieu de croiser les bras. Un autre métier, celui du forgeron, cet ouvrier qui rassemble des métaux pour réaliser des instruments usuels comme la daba, le râteau, les piquets ou encore les coupes-coupes. D'autres objets tels que les brouettes et les pelles entrent dans la construction des bâtiments. Les artisans du feu et leur génie, c'est un reportage de Fatmata Bintaba. Suivez. Des flammes qui scintillent et sortent d'une tuyère avec des morceaux de charbon, des coups de marteau sur le fer. C'est l'atmosphère habituelle émanant d'une forge. Ici, nous sommes au quartier Hamdallaï, où ces artisans du feu transforment le métal avec de nombreux objets usuels tels que des coupes-coupes, râteaux, piquets, dabas ou encore des brouettes et des pelles. Ils y sont installés il y a de nombreuses années et pour ces deux forgerons, c'est un devoir et une obligation d'être forgeron, car c'est un héritage évoluant de génération en génération.
On est né dans une famille forgeron, c'est ce que nos parents connaissent, c'est ce que nos parents exercent comme métier. Si on laisse ce travail, ça va disparaître et c'est pas bon pour notre lignée. Dans cette forge, la transformation est faite avec le feu, l'eau et le fer. La chaleur dégagée par le feu est intense. Maître Oumar Kanté nous explique les différentes étapes. On cherche le fer, on le découpe, on met dans le feu, ensuite on forme l'objet qu'on veut. Et on coupe également le bois pour faire la manche. Là où le feu sort, c'est nous qui l'avons créé. C'est une tuyère. Côté clientèle, Amadou Sadio est venu récupérer une commande de digues et de piquets qu'il avait lancée. Lui creuse des puits à l'aide de ses outils confectionnés par ses forgerons. C'est ici, je viens chercher mes outils pour creuser les puits. Des fois, j'envoie les fers ou des fois, j'achète ce qui est déjà fabriqué. L'activité de forgeron est apparue il y a plusieurs siècles grâce à ce vieux métier, des outils usuels résistants et tant d'autres ont été créés. Comme l'a dit l'un de ses maîtres forgerons, on n'apprend pas à être forgeron, mais on est forgeron. Des métaux, nous passons au bois pour parler de la menuiserie. Cette activité consiste à fabriquer des meubles. Pour ces outils de décoration, la matière grise doit être de qualité. Les experts recommandent le bois rouge pour sa résistance. Nantené Kondé a fait un tour dans un atelier de menuiserie à Kaloum. Suivez son reportage. À Kaloum, plus précisément à la gare, se trouve une menuiserie où l'on confectionne les meubles en bois rouge. Ces ouvriers travaillent des planches afin d'obtenir des armoires, des tables, des lits, des coiffeuses. Selon eux, ces meubles fabriqués en bois sont plus garantis et plus résistants que ceux des galeries. Ces meubles-là ne se gâtent pas aussi facilement. On peut faire 20 ans avec parce que c'est résistant. Mais avec de la galerie, dès qu'il y a flécheur, il se gonfle et finalement il se gâte vite. Nombreux sont des bois qui rentrent dans la fabrication de ces meubles. Mais le plus utilisé est celui qu'on appelle le bois rouge. Un bois, selon maître Ousmane Kamara, coûte excessivement cher. Et avec cette difficulté de trouver du bois, certains clients préfèrent débloquer plus de 30 millions de francs pour les meubles de la galerie au lieu de 20 millions pour ceux du bois rouge. Ceux qui viennent acheter des meubles, quand on leur dit le prix de cette armoire, par exemple, ils trouvent que c'est trop cher. Donc, ils préfèrent investir beaucoup plus dans la galerie. 30 millions ou 20 millions. Bien que certains clients sollicitent les galeries, d'autres par contre préfèrent les bois rouges à cause de sa résistance. Selon moi, c'est le bois rouge qui est bien et très résistant. C'est pas comme les meubles de la galerie dans lesquels on investit beaucoup d'argent et la garantie est de courte durée. 6 mois. De tout compte fait, ces travailleurs ouvriers sollicitent l'aide de l'État afin qu'ils puissent bien exercer leur métier. Sur le continent, c'est un pas de plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un accord a été trouvé ce matin à Kigali pour éliminer progressivement les hydrofluorocarbures. Les HFC sont des gaz très nocifs pour le climat, utilisés notamment dans les réfrigérateurs et les climatiseurs. Suivez. Après une nuit entière passée à négocier, ils sont soulagés. Ces représentants de 197 pays viennent de signer un accord qui devrait permettre de protéger la couche d'ozone. Il faut faire des compromis, mais tous ensemble, ce qui était le plus important, c'est que nous sommes restés unis dans ce but unique d'éviter le réchauffement global et peut-être parvenir à minimiser l'élévation de la température de 0,5 degrés, ce qui est très très important. L'élimination des hydrofluorocarbures, appelés aussi HFC,
pourrait réduire de 0,5 degré le réchauffement mondial d'ici à 2100. Une nouvelle rassurante pour la planète, mais si certains pays se sont engagés à agir au plus vite, pour d'autres le sujet est plus épineux. Nous avons des pays qui sont prêts à commencer en 2021. Nous le sommes aussi, et c'est ce que nous ferons. Mais nous savons que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc d'autres pays commenceront plus tard avec une base différente. Et d'autres pays peut-être encore plus tard que ça. Ainsi, les pays dits développés comme les États-Unis commenceront à réduire leur consommation de HFC en 2021. Un groupe de pays en voie de développement comprenant la Chine entamera la transition en 2024 et un deuxième groupe de pays également en voie de développement, incluant l'Inde, commencera le gel en 2028. À quelques semaines de la prochaine grande conférence annuelle sur le climat à Marrakech, l'accord de Kigali est vu comme une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au Gabon, création d'un nouveau parti politique, l'Alliance pour le changement et le renouveau est devenue l'Union du peuple gabonais. Suivez pour plus d'infos. Bruno Ben Moubamba, président d'une des trois tendances du parti politique de l'opposition, Union du peuple gabonais, UPG, a annoncé la mutation de cette aile en Alliance pour le changement et le renouveau, ACR. L'annonce a été faite le jeudi 13 octobre 2016 à Libreville. Malgré ce changement de dénomination qui se fera officiellement ce 15 octobre 2016, Bruno Ben Moubamba, actuel vice-premier ministre dans le nouveau gouvernement, demeure attaché aux idéaux de l'UPG. Nous acceptons d'abandonner peut-être momentanément le label de l'UPG à ceux qui veulent continuer dans la querelle des tendances ou dans la querelle des héritiers du président Pierre Mamboundou. En ce qui nous concerne, nous continuerons à assumer l'héritage politique de l'homme sous le nom de l'Alliance pour le changement et le renouveau, en abrégé ACR. Pour Bruno Ben Moubamba, la querelle des héritiers de feu Pierre Mamboundou, président fondateur de l'Union du peuple gabonais, n'a plus lieu d'être. De même que l'ACR représente pour l'opposant le renouveau politique des fils et filles du Gabon. Autant pour moi, 2016 soit le début d'un renouveau non seulement de l'œuvre politique du président Pierre Mamboundou, mais aussi le début du Gabon d'après. Le Gabon d'après le système, que tout le monde appelle de ce vœu au changement. Tout le pays veut le changement. Et même à l'intérieur du système, on veut le changement. Personne ne refuse le changement. Et nous sommes l'Alliance pour le changement et le renouveau. En rappel, c'est sous la bannière du ACR que le président feu Pierre Mamboundou a mené en 2009 son dernier combat électoral. Au gouvernement, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Bruno Ben Moubamba, a remplacé numériquement Mathieu Mbumba Nzengi, lui aussi leader d'une aile de l'UPG. Le nouveau vice-premier ministre entend malgré tout assumer l'héritage et poursuivre l'œuvre politique de l'ancien opposant historique du Gabon, tout en refondant ce qui doit l'être. Restons en Afrique, un continent où la féminisation des partis politiques est en marche. Le pourcentage de femmes dans les parlements africains a rebondi entre 1995 et 2015. En 20 ans, elle passe de 8% à 20% en moyenne au sein de ces parlements. Suivez. Encourager la participation politique des femmes sur le continent, tel est le credo du caucus des femmes du Parlement panafricain. En Afrique, au cours des 10 dernières années, des progrès importants ont été enregistrés dans la participation politique des femmes. En 2015, 12 États africains figuraient parmi les 36 pays dont le Parlement avait atteint le seuil de 30% de sièges occupés par des femmes. Au Sénégal, par exemple, à la faveur de la mise en œuvre de la loi sur la parité en 2012, le taux des femmes à l'Assemblée nationale est passé à 43%. Mais l'émancipation sociopolitique des femmes doit aussi et surtout passer par leur éducation et leur autonomisation. Candidate pour être maire, si je donne le cas du Mali, aujourd'hui, dans beaucoup de circonscriptions, les femmes sont tête de liste. Et ça, grâce au vote de la loi sur les quotas. Le président de la République a fait une note spéciale pour demander au préfet, aux partis politiques de mettre les femmes, si ce n'est pas possible qu'elles soient tête de liste, sur une liste de 2 hommes qui est au moins une femme.
Les femmes occupent une place importante dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est pourquoi elle exhorte les États du continent à ratifier et appliquer le protocole de Maputo de 2003 qui symbolise l'engagement des États à œuvrer pour leur émancipation socio-économique et contre les discriminations dont elles sont victimes. Dans les pays où il n'y a pas de ratification pour le moment, il y a des mesures en cours, il y a des actions en cours en vue de la ratification, mais également il y a des réformes législatives en cours qui permettront également une meilleure prise en compte des droits qui sont protégés par le protocole de Maputo. La date butoir pour la ratification intégrale du protocole de Maputo a été fixée à l'année 2020. D'ici là, les femmes parlementaires africaines sont invitées à poursuivre le plaidoyer dans leurs parlements respectifs pour l'effectivité des dispositions de cet instrument, notamment les articles 9 et 12 relatifs au droit de participation au processus politique. Direction maintenant aux États-Unis où on parle de complot d'élections truquées. Ce sont les armes de Donald Trump pour répondre aux dernières accusations qui le visent. Plusieurs femmes ont à nouveau affirmé hier avoir été victimes d'harcèlement de la part du milliardaire. Le candidat à la présidentielle américaine est en pleine tourmente depuis une semaine maintenant. Suivez. Donald Trump peut toujours compter sur le soutien de ses plus fidèles partisans. Pourtant, chaque jour qui passe apporte son nouveau lot d'accusations. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, la campagne du candidat républicain prend l'eau de toutes parts. Dernière femme en date à prendre la parole, Summer Zervos, ancienne candidate de l'émission de télé-réalité animée par Donald Trump, The Apprentice. Elle accuse le magnat d'avoir eu à son égard des gestes déplacés lors d'une rencontre en 2007. Il m'a agrippé l'épaule et a recommencé à m'embrasser de manière très agressive. Il a mis ses mains sur ma poitrine. Je l'ai repoussé et je suis allée dans une autre partie de la pièce. Il est revenu, a pris ma main, m'a conduite vers la chambre. Je suis sortie, il m'a retournée et m'a dit « Allongeons-nous et regardons un peu la télé ». C'est un déluge d'accusations de comportements déplacés ou d'agressions sexuelles qui s'abat sur le candidat républicain depuis quelques jours. Donald Trump nie tout en bloc. En ce moment, je suis vicieusement attaqué avec des mensonges et des calomnies. Croyez-moi, elle ne serait pas mon premier choix, ça je peux vous le dire. Le candidat accuse ce qu'il nomme la machine Clinton de comploter contre lui avec la complicité de la plupart des médias américains. Quant aux femmes qu'il accuse, elles seraient malades et ne chercheraient qu'un quart d'heure de gloire et un peu d'argent facile. Cet élément met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, ça a été un sérieux plaisir de vous servir. Merci beaucoup et passez une excellente soirée.